Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de mon amour pour l'étude du 19e siècle. En fait, le 19e siècle est un siècle que j'apprécie énormément. Mais il y a des siècles, ça m'emmerderait de travailler dessus. Première catégorie, c'est les siècles où il n'y a pas grand chose à dire. C'est dommageable. Tu manques de sources, voilà. C'est pas intéressant. Après, il y a toujours un petit intérêt. Mais le problème de ce petit intérêt, c'est de chercher la petite bête, le petit truc qui manque. C'est très difficile. L'autre truc qui m'emmerde un peu, c'est les siècles trop proches de chez nous, c'est-à-dire 20e et 21e siècle. Parce qu'aujourd'hui, on arrive en 2024, le 21e siècle peut commencer à s'étudier, on a déjà fait un quart de siècle. Ah oui, prenez les 25 premières années de chaque siècle, il y a des choses à dire. Rien que pour le 19e siècle, tu as toute l'aventure napoléonienne et sa conclusion avec le congrès de Vienne et les conséquences, les indépendances en Amérique. Pour tout ce qui est 18e siècle, tu as la fin du règne de Louis XIV et les conséquences en Europe, les modifications dynastiques en Espagne. Ouais. C'est-à-dire que quand un arbre généalogique en forme de palmier, tu n'arrives pas à former des rois solides. Mais voilà. Mais 21e siècle, historiquement, on m'emmerderait à faire. Pas qu'il y ait des choses inintéressantes. Loin s'en faut. 21e siècle, au début du 21e siècle, le problème c'est que tu ne peux pas travailler comme il faut. Beaucoup trop de témoins encore vivants. La sainte carte magique du complot va faire un travail sérieux sur le 11 septembre. Va faire un travail sur le 11 septembre où tu vas dire que les États-Unis étaient au courant, qu'ils ont soit pas agi, soit ils ont laissé faire, et va dire la réalité. Et cette réalité est que le rapport d'enquête a été fait avec le fion, que tu regardes le rapport d'enquête, c'est un truc, un incubateur à complotistes, et que les États-Unis se sont quand même bien servis pour foutre la merde. Voilà. Et ça, tu peux pas travailler dessus. Et ça, c'est chiant. Et ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Pourtant, il y a des choses à dire, mais c'est chiant. Aspect numéro 2 que je déteste dans ce 21e siècle, c'est que les débats idéologiques ne sont pas apaisés. Loin s'en faut. La tension est encore là. On va dire que voilà, la tension est encore là. Voilà, la larve est encore chaude, elle n'est pas solidifiée. C'est ce qui fait que c'est de la merde, tu ne peux pas faire de l'histoire calmement. Tu ne peux pas faire de l'histoire calmement, tu ne peux pas faire de l'histoire sereinement. Le 20e siècle m'emmerde aussi énormément pour des questions de mémoire et des questions que l'Occident n'a pas fait le deuil du 20e siècle. L'Occident n'a pas fait le deuil. Enfin, le monde n'a pas fait le deuil des schémas hérités du 20e siècle. Beaucoup d'États occidentaux ont encore un rapport colonial avec le Sud global. C'est ce qui pose énormément de problèmes. Donc, ouais, non, c'est chiant, le 20e siècle. Énormément de choses, énormément de trucs intéressants, mais pas de possibilité de faire une histoire à l'endroit. Obligé de faire une histoire idéologique, une histoire à case, qui n'est pas agréable. Il n'y a pas de réflexion globale. Après, tu peux toujours faire, mais tu seras peut-être complotiste. C'est pas intéressant. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Et puis, il y a toujours cette tentation de vouloir éclairer le 21e siècle avec le 20e siècle, ce qui en fait un peu de l'histoire de merde. Parce que quand tu te sers de l'histoire pour éclairer ton présent, voilà. Si tu ne comprends pas ton passé, tu ne pourras pas comprendre ton présent et encore moins ton futur. Donc ouais, non. Vraiment de la merde. Il y a d'autres siècles qui m'intéresseraient moins. J'aime pas les siècles style 17e siècle où t'as l'ombre portée d'un grand homme comme Louis XIV qui occulte tout ce qui se met en place. Voilà. Puis tous ces siècles, cette période qui est aussi tout ce qui est antiquité tardive, parce qu'on occulte énormément l'aspect mondial de la chose. Parce que sans l'or du Ghana, l'Empire musulman n'a pas les moyens qu'il a, et donc l'histoire change. Et ça, on refuse de l'accorder, de faire une histoire assez globale. C'est à partir du 7e, 8e siècle avec l'Empire musulman. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose à gratter, faire une histoire mondiale à partir de là, mais on ne le fait pas. Et c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Puis après,
après, bon, bah, malheureusement, les problèmes typiques de lycée. Bonsoir. Des problèmes qui sont non plus techniques pour ce qui est de l'Antiquité, les périodes les plus anciennes de l'Antiquité, où on ne veut pas, où l'historien est encore un peu frileux à mettre de l'anthropologie ou avoir une histoire grand public, notamment de tout ce qui est Mésopotamie, Mycénéen, toutes les civilisations proto-Rome, proto-Grec, proto-Athènes, Sparte, avec une approche peut-être un peu plus anthropologique, on pourra peut-être éclairer un peu plus, piller un peu plus grand public. C'est vraiment dommage, c'est ça que je regrette un petit peu dans ces histoires de l'Antiquité, c'est le non... On manque de sources, oui, non, mais on ne s'ouvre pas assez à l'anthropologie, à l'archéologie, et on refuse de faire une histoire grand public pour draguer du gens. Donc voilà. Nous les Français avec l'indépendance de l'Afrique, eh ben on a vraiment échoué dans notre projet. En effet, en 1960, c'était porteur. On filait l'indépendance à une vingtaine de pays, ce continent africain. On avait donc énormément de choses à faire avec ça. Malheureusement, qu'est-ce qu'on en a fait? On s'est servi de l'indépendance pour nourrir et financièrement et davantage une classe parasite, que ce soit en France ou dans les élites africaines, pour faire un truc immonde qui s'appelle la France-Afrique et qui en gros n'est que gagnant pour une minorité dans chaque camp. Alors que putain, on avait tellement de choses à faire. Déjà, on aurait pu déjà commencer à faire des grands partenariats économiques, mais des bons partenariats économiques. C'est-à-dire partir du principe que les pays à qui on a fini l'indépendance avaient des ressources, et donc faire un pont. Échange, ressources contre technologie, ressources contre industrie, permettre l'industrialisation de l'Afrique pour en faire une sorte de grand dôme de technologie. C'est-à-dire, nous, on a en France, on garde une industrie, et pour ça, il ne faut pas désindustrialiser et vendre son cul à l'Europe. On développe l'industrie en Afrique, comme ça, ce qu'on ne produit pas chez nous, on le produit en Afrique, en exploitant les ressources locales. Comme ça, c'est gagnant. Pourquoi? Parce que comme ça, nous, vu qu'on est à l'impulsion de cette industrialisation, on en devient le marché prioritaire. On crée un grand marché francophone où la France est quasiment en autonomie, où elle travaille en bonne intelligence avec les pays indépendants. Les pays indépendants gagnent une industrialisation et évitent un chômage exponentiel. Donc en plus on évite les migrations et tous les problèmes qu'ont posé les migrations en question d'intégration dans la France. Une sorte de grande France partenaire, gagnante-gagnante. Vous voyez? Parce que voilà, la France peut par des choix politiques se réorienter vers une industrie de luxe, une industrie un peu plus technique, et au mieux d'être dépendant des Chinois, on est dépendant du Gabon, du Bénin, du Togo, etc., etc. Et encore pas totalement dépendant parce que comme on en est au point de départ, on est plus dépendant d'un partenaire, d'un allié. Et voilà. D'un point de vue intellectuel, favoriser l'expansion des grandes écoles africaines pour devenir un pôle intellectuel. Et pas juste se reposer sur la génération dorée des universitaires qu'on a eu en France entre 1950 et 1980. Si c'est une génération dorée, hein. Lévi-Strauss, Bourdieu, Brodel, Le Goff, Lucien Febvre sur sa fin, Foucault, voilà, que des grands noms de la science humaine. Donc on ne se repose pas dessus. On met en avant et on permet l'émergence, comme ça on permet un échange. Vous imaginez un pôle intellectuel comprenant toutes les universités d'Afrique francophone, plus les universités françaises, qui échangent intellectuels, auteurs. Je suis sûr qu'en faisant cela, on a un prix Nobel africain. Et on fait avancer. Et la science, on la met au service du développement du continent. Avec un développement à la base. Des économistes qui réfléchissent à des circuits économiques courts. Voilà. D'un point de vue culturel, avec des grands partenariats avec les maisons de disques, qui a développé le cinéma africain, tout ça en étant le point de départ, puis après en laissant les Africains gérer, pour faire une sorte d'union où Français et Africains seraient sur les pieds égaux,
et où les avantages des uns nourrissent les autres et qu'on se tire progressivement vers le haut. Malheureusement, ça n'a pas été le choix qui a été fait. On se retrouve avec des élites compradors qui ont colonisé le processus de décolonisation, si je peux dire, colonisé les ressources pour nourrir une petite caste, que ce soit dans l'un ou l'autre, qui est fort méprisable. Alors, petite réflexion dialectique aussi aujourd'hui. Alors, on entend beaucoup parler de choses dans l'église, de textes religieux. Vous devez savoir que les textes religieux sont flous exprès pour des questions d'interprétation, comme ça chacun peut l'interpréter. Plus l'interprétation est floue, plus l'interprétation peut être prise par le plus grand nombre. Point numéro 2, la majorité de ces textes religieux, toutes religions confondues, sont un assemblage de différents textes, de différents auteurs, avec des inspirations diverses. Par exemple, le Nouveau Testament est très inspiré des cultes orientaux. Voilà. Une fois que ça c'est dit, c'est pas critiquer les textes. Les textes religieux sont importants. Je vous invite toujours à lire la Bible et le Coran. Minimum. Après, si vraiment vous êtes chaud, je vous conseille aussi la vie des saintes, les sourates, enfin le complément de la mode du Coran que je n'ai plus en tête. Corrigez-moi en commentaire. Plus ça augmentera mon référencement. Après, il y a certains aspects que j'aimerais bien doigter. Point numéro 1, la fornication chez les religieux. Alors, il est vrai que dans les canons, c'est-à-dire même pas dans la Bible, dans les canons du texte, il est prévu que, ouais, faut pas forniquer. C'est bien. Mais l'Église a été peu regardante, mais elle l'a formellement interdite pour une simple et bonne raison, l'Église catholique. Qui dit fornication dit enfant, qui dit au moment du décès que les biens de l'Église vont être partagés à l'héritier. Donc, si on enlève la fornication, on enlève l'héritage. Et ouais. Point numéro 2, la fornication avant le mariage. Là aussi, très flou, rien de vraiment indiqué dans la Bible. Pourquoi ça a été mis en place? Pourquoi? Parce que ça a été mis en place dans des sociétés qui n'avaient pas encore atteint le niveau technique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc si on limite le temps où les gens font le sexe, on limite le temps où les gens font des bébés. Moins de bébés, plus facile de gérer les communautés humaines. Vous voyez un peu? Eh oui, il ne faut pas oublier que tout est éminemment politique. Oui, le 25 décembre tombe sur une fête païenne. Pourquoi? Là aussi, politique, quand l'Empire romain se débarrasse de sa religion civique, elle la recouvre de catholicisme. C'est juste de la politique, c'est pas du vol. C'est juste que c'est le fédérateur. Les gens étaient habitués à fêter à cette date-là. Bon, vamos, hein, comme dirait l'autre. Vamos. Ok? Ce n'est pas pour ça qu'il faut cracher foncièrement sur la religion, sur les textes religieux. La religion est importante. Pourquoi? Parce que l'homme de tout temps est obligé de croire à des choses pour expliquer ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Et ouais. Et même aujourd'hui, dans nos sociétés très athées, nous avons une croyance folle. Parce que ce soit la religion ou l'idéologie, on reste accro à des idées, et on croit à des idées pour éclairer notre monde et éclairer l'obscurité de nos esprits. Obscurité qui est liée à la méconnaissance. On préfère se raconter des pieuses histoires que de rester dans l'ignorance. C'est beaucoup moins angoissant.